Bonsoir, mesdames et messieurs, il est l'heure du journal sur Évasion Guinée. Les titres. L'opposition républicaine compte marcher dans toutes les 5 communes de la capitale le 13 avril prochain. Elle conteste entre autres contre le non-respect de l'accord du 3 juillet, un engagement réaffirmé ce mercredi à Conakry à la faveur d'une rencontre avec la presse guinéenne. Offre de soulagement pour les autorités guinéennes. Dubreka sera bientôt doté d'une maison centrale. Sa maquette a été présentée ce mercredi à Conakry. La campagne de promotion pour l'accélération de l'abandon de l'excision vient d'être lancée à Conakry. Ce projet dénommé BATE doit permettre à la Guinée de réduire son taux d'excision qui est de 97% selon des études. Encore une fois, bienvenue à tous. Politique pour commencer, l'opposition républicaine réitère sa volonté à marcher dans les 5 communes de la capitale le lundi 13 avril, tout d'abord contre l'insécurité, mais aussi pour faire valoir ses autres revendications dans l'organisation des communales avant la présidentielle le 11 octobre prochain. C'était à la faveur d'une rencontre qu'elle a organisée ce mercredi sur la situation socio-politique de la Guinée. Maniankoni. Depuis son blocage en juillet 2013, la situation sociopolitique guinéenne continue d'évoluer dans un cycle de discorde. La situation ne présente à ce jour aucune perspective de dialogue et elle conduit l'opposition guinéenne à rentrer dans une série de manifestations ininterrompues, tout d'abord dans les 5 communes de Conakry le 13 avril, puis dans tout le pays. Ces marches, selon l'opposition, devront permettre de faire valoir ses revendications contre, entre autres, l'insécurité, la mise en application du chronogramme de la CENI ou encore pour dénoncer une mainmise du pouvoir sur cette institution dont elle ne reconnaît d'ailleurs plus la légitimité. Nous avons donc décidé de prendre les dispositions que nous avions annoncées auparavant, qui concernent premièrement le fait que nous boycottons l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, nous ne reconnaissons plus la CENI comme organe de gestion des élections en République de Guinée, en tout cas la CENI nationale, car la règle de parité qui préside à son fonctionnement, ainsi que sa neutralité, ne sont plus assurées. Troisièmement, nous avons décidé de ne plus reconnaître des délégations spéciales et d'appeler les populations à exercer leurs devoirs et leurs droits de désobéissance civile vis-à-vis d'institutions qui ne sont plus représentatives, qui ne bénéficient plus ni de légalité ni de légitimité. Et ensuite, nous avons donc commencer nos manifestations, nous allons aller à les intensifiant. Nous avons donc décidé de tenir une marche, comme nous l'avions annoncé, pour le lundi 13 avril prochain. Cette marche va se tenir dans toutes les communes de Conakry, en attendant que nous engagions des manifestations qui vont s'étaler sur l'entièreté du territoire national. Pour l'opposition, ce blocage du dialogue au sein de la classe politique guinéenne serait orchestré par le pouvoir en place dans sa volonté d'organiser une mascarade électorale. Nous avons tout fait, encore une fois, vous le savez, pour que le dialogue soit réouvert. Depuis en juillet 2014, on avait refermé le dialogue sans pour autant que relevé de conclusions consensuelles n'ait pu être élaboré, signé et appliqué par les partis. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le pouvoir joue de manœuvres dilatoires pour retarder la réouverture de ce dialogue. Car ce dialogue aurait permis de discuter de toutes les questions et de toutes les revendications que nous présentons aujourd'hui. Ce dialogue aurait permis d'être au plus près de la CENI pour l'opposition, pour être associé à la gestion du processus électoral. Bref, ce dialogue aurait empêché cette mainmise totale sur le processus électoral du gouvernement et de sa mouvance politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation donc où l'opposition a décidé de reprendre donc ces manifestations. Au cours de cette conférence, l'opposition républicaine est revenue sur les circonstances de la tentative d'assassinat de son porte-parole. Elle pointe du doigt le chef de l'État comme étant le seul responsable de cette attaque à travers un commando de la mort, je cite, qu'il aurait mis sur pied pour éliminer ses opposants. L'affirmation est pour l'heure sans preuve et l'opposition, elle, se réserve de tout commentaire pour, dit-on, protéger ses sources. Au cours de ce point de presse, le chef de file de l'opposition guinéenne est revenu sur les temps forts de la rencontre des principaux leaders de l'opposition à Paris, rencontre au cours de laquelle ces leaders politiques ont mis en cause la légitimité du chef de l'État. Suivez. Nous avons noté que M. Alpha Condé, depuis qu'il est au pouvoir, il viole de manière récurrente la Constitution et les lois de la République. Des exemples ont été cités. La liste n'était pas exhaustive.
qu'on a parlé du refus de déclarer ses biens, alors que c'est prévu dans la Constitution. On a parlé de la dissolution des conseils communaux, alors que les conditions prévues par le Code des collectivités n'étaient pas réunies pour dissoudre les conseils communaux. La mise en place de délégations spéciales était illégale. Leur durée de vie prévue par le Code des collectivités est de 6 mois. Au terme de 6 mois, ces délégations n'ont pas été renouvelées. Il a procédé au tripatouillage d'une loi de la République, l'institution nationale indépendance des droits humains, un président de la République qui a juré de respecter, de faire respecter la Constitution, les lois de la République et les décisions de justice, qui s'autorisent de telles violations de ces textes, n'avaient plus de légitimité. Dans cette édition également, la Guinée et ses partenaires s'activent dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les études révèlent que 97% des femmes et des filles sont excisées en Guinée. Pour inverser cette tendance, une campagne de promotion pour l'accélération de l'abandon de l'excision appelée BATE a été officiellement lancée ce mercredi à Conakry et sera menée à travers des activités de sensibilisation en 12 mois par PSI Guinée et les ministères de l'Action sociale et de la santé. Abdrahman Ba. Une minute de silence en signe de compassion aux victimes directes de l'excision. La prévalence du phénomène, très ancré dans les mœurs et traditions guinéennes, touche les 97% des femmes et filles du pays. C'est donc pour abolir cette pratique et protéger l'intégrité physique de la femme que gouvernement et partenaires de lutte se réunissent pour lancer la campagne de promotion pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines dénommée BATE. Vu l'importance des statistiques, le partenaire privilégié de la Guinée, PSI, appelle à un apport de tous. Et vous conviendrez avec moi que lorsqu'on parle de la prévalence d'un problème dans un pays qui atteint la barrière de 97%, il ne s'agit plus de l'engagement, il ne s'agit plus de la responsabilité des mères et des pères des filles qui sont excisées. Il s'agit du juge qui est responsable de condamner l'acte. Il s'agit du policier qui est responsable d'enregistrer la plainte. Il s'agit de tout le monde. Il y a plus de 30 ans que les pratiques de l'excision sont objet de lutte en Guinée. Dans la recherche de solutions, des documents juridiques condamnant la pratique ont été élaborés, mais ces efforts trouvent souvent obstacle par l'opposition des chefs traditionnels ou religieux. Plus inquiétant, la victime préfère souvent garder le silence. Pour faire de cette nouvelle campagne une réalité, tous les acteurs impliqués ont réitéré encore leur engagement. Nous devons dire non aux mutilations génitales féminines. Le gouvernement guinéen ne ménagera aucun effort pour accompagner ce programme et toutes les interventions similaires en faveur de l'amélioration de la santé des femmes guinéennes. Ce combat requiert l'implication de tous, présente aux côtés du gouvernement et du PSI. Depuis 1991, la République fédérale d'Allemagne réaffirme son engagement. L'abandon de cette pratique a été également exprimé à travers cette chanson. Et mieux, une ancienne exciseuse invitée à la cérémonie dit amèrement regretter son passé. Si j'avais la possibilité d'aller greffer sur tout ce que j'ai enlevé, j'aurais commencé par moi-même. Que Dieu nous pardonne. Excusez-moi et merci. L'ambassadrice du projet, Hadia Issatou Bella Diallo, entend faire de la sensibilisation sa stratégie prioritaire. Si on ne sensibilise pas nos populations, si nous ne sensibilisons les parents, nous ne sensibilisons pas les religieux, vraiment nous allons dans l'hécatombe. Vous avez écouté tout à l'heure, 97% des jeunes filles sont excisées. Et vous savez les méfaits. La campagne s'étendra jusqu'au 25 mars 2016 et elle cible en priorité Conakry, Forêt-Karia et Kindia. Comment relancer les activités minières après Ebola en Guinée? La question a fait l'objet d'une large discussion ce mercredi à Conakry entre les compagnies minières implantées dans le pays et le ministère des Mines et de la Géologie, présidé par le ministre d'État des Mines, Kerfala Yansane. Cette rencontre a permis à ces deux parties de définir une synergie d'action pour relancer le secteur minier impacté par l'épidémie d'Ebola. Benoît Marcella.
Depuis la déclaration de l'épidémie Ebola en mars 2014 en Guinée, plusieurs compagnies et projets miniers ont été confrontés à une régression du personnel, notamment les expatriés et le freinage de leurs activités. C'est pour alors relancer ces activités minières qu'une réunion d'échange d'expériences sur la gestion de Ebola a regroupé ce mercredi au ministère en charge des mines et de la géologie les représentants des sociétés minières et les cadres du secteur. La rencontre a permis à chacune des compagnies minières de présenter ses stratégies mises en place pour lutter contre la fièvre à virus Ebola et faire des propositions pour une relance des activités. Dès le départ, on avait demandé aux compagnies minières de prendre des mesures de protection de leurs travailleurs, mais également des communautés qui les entourent pour éviter la propagation de l'Ebola dans les zones minières pour que l'activité ne s'arrête pas. Et à l'époque, j'avais demandé à ce que ces mesures qui sont prises par chacune des compagnies, que ces mesures puissent faire l'objet de restitution, d'échanges d'expériences. Pour la reprise normale des activités minières, certaines sociétés et projets ont proposé la mise en place d'une structure de coordination et d'information sur Ebola dans le secteur minier, l'utilisation des entreprises locales de sous-traitance et la sensibilisation participative des communautés. Par contre, d'autres ont demandé l'éradication définitive de la maladie avant la relance des activités. Les compagnies qui sont déjà en activité n'ont pas arrêté leurs travaux. La question de relance s'adresse beaucoup plus aux projets miniers qui ne sont pas encore en activité. Ces projets sont confrontés à plusieurs problèmes. D'abord, les problèmes des sous-traitants. Leurs sous-traitants, pour la plupart, ont ralenti les activités parce qu'ils ont réduit leurs effectifs ou certains carrément sont partis. Il y a le problème des expatriés également dans ces projets miniers, lesquels les expatriés n'ont pas souvent été autorisés à revenir sur place. Mais on travaille pour que ce que nous appelons la notion de contenu local puisse être développé et que les PME guinéennes soient capables à terme de faire le travail que les compagnies étrangères font aujourd'hui en Guinée. Bien que l'épidémie d'Ebola a socialement et économiquement impacté les activités minières en Guinée, mais elle n'a fait aucune victime dans le personnel minier. Autre titre de cette édition, la présentation de la maquette de la maison centrale de Yorokodia à Dubrika a fait l'objet d'une rencontre ce mercredi entre les autorités judiciaires du pays et les autorités espagnoles et turques. Une rencontre au cours de laquelle le ministre de la Justice a fustigé l'état dans lequel se trouve la maison centrale de Conakry qui depuis des années accueille des criminels de tous bords et il estime que cette nouvelle prison qui sera construite à Dubrika sera un offre de soulagement pour les autorités guinéennes. Oulematou Korodialo. Ce complexe pénitentiaire qui sera bâti sur 39 839 mètres carrés avec un budget total de 217 milliards 820 millions 74 603 francs guinéens est une œuvre d'un partenariat guinéo-espagnol. Cette maison centrale de Yorokodia à Dubrika est un design de type international respectant les droits humains et la haute sécurité des détenus. Elle aura aussi comme orientation la rééducation et la réinsertion sociale des hommes, femmes, mineurs et tant d'autres qui sont en conflit avec la loi. Le directeur général des infrastructures judiciaires et pénitentiaires du ministère de la Justice a mis l'accent sur l'importance de cet ouvrage. L'objectif, c'est d'abord le climat, l'environnement. La maison centrale actuellement de Conakry se situe dans un concept en plein centre-ville qui ne répond plus aux critères d'une maison de détention. Pour sa part, le président du conseil d'administration du consortium guinéo-espagnol a, au nom des membres de son organisation, réitéré leur engagement à accompagner la Guinée à se doter des instruments judiciaires dignes de nom. Le consortium guinéo-espagnol, CGE, et son partenaire Sergio Investiciones à se doter des instruments judiciaires de nature à révolutionner ce secteur en vue de faire de notre pays un modèle de justice pour un développement durable et harmonieux. Présent à cette rencontre, le ministre d'État chargé de la Justice a fustigé l'état de la maison centrale de Conakry et a annoncé sa transformation en centre commercial après la construction de celle de Yorokodia. Bref, cette journée de présentation de la maquette
du projet de construction de la maison centrale de Yorokodia marque un grand soulagement, parce que je n'en doute pas, nous sommes tous hantés par le spectre de cette cellule de quelques mètres carrés où sont entassés des détenus, une image difficile pour toute personne attachée à la dignité humaine. Le subséquent, c'est que la maison centrale de Conakry va être complètement transformée, va être un centre commercial ou en tout cas un centre d'affaires. Dans la même lancée, Maître Cheikh Sako estime que la construction de cette prison permettra de régler la vétusté des prisons existantes. Enfin, notre pays va être en conformité avec ce qu'on appelle le standard minima international en matière de prison. Cette prison permettra de résoudre cette difficulté qu'on a dans notre pays, c'est-à-dire le côté vétuste un peu des prisons qu'on a. La maison centrale de Yorokodia du Breka comportera un module isolé à régime ferme, un module résidentiel avec un pavillon pour femmes, un pavillon pour mineurs et 6 pavillons pour hommes, un module pour ateliers et formation, un module d'atelier de production, une zone sportive, culturelle et religieuse, une infirmerie d'une capacité de 40 lits, une cuisine, une boulangerie et une lavanderie. La double nationalité, cas le plus fréquent de la multinationalité, est le fait pour une personne de posséder contemporainement 2 nationalités différentes. Quelles sont les conséquences de la double nationalité? Est-ce que les bionationaux sont aptes à exercer tout métier sans difficulté en République de Guinée? Élément de réponse avec notre reporter Aïssatou Baré. La double nationalité est un lien juridique et politique qui unit une personne à 2 États différents. En effet, cette liaison confère à son auteur un droit de jouissance politique, civile et des libertés publiques. En Guinée, la binationalité s'acquiert suivant des procédures, notamment par naturalisation ou par déclaration de l'intéressé, sans pour autant lui permettre d'opter pour toutes les fonctions. Avoir la nationalité guinéenne par le fait de la loi, c'est-à-dire le droit du sol, le droit du sang, la naturalisation et le fait du mariage. Celui qui a fait par exemple 10 ans en Guinée sans commettre une infraction peut demander à ceux qui bénéficient d'une naturalisation et de devenir un Guinéen. Cela n'empêche qu'il conserve sa nationalité d'origine. Pour l'étranger qui a la nationalité guinéenne, la perte ou la déchéance de la double nationalité peut résulter d'un certain comportement personnel. La question de la déchéance de la nationalité, elle est réservée uniquement à des personnes qui ont acquis la nationalité guinéenne récemment. Donc, il y a des situations dans lesquelles où la loi prévoit la déchéance. Par exemple, lorsque la personne a fait l'objet d'une condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, ou lorsque la personne a été condamnée dans un pays étranger pour un acte qualifié de crime ou délit, et que cet acte est condamné par nos lois pénales ici. Pour être un peu plus souple dans l'application de la loi aux différents postes soumis aux élections, le législateur guinéen autorise aux binationaux de renoncer 6 mois avant leur candidature à une nationalité au détriment de celle guinéenne. Celui qui veut faire acte de candidature au niveau d'un poste qui est soumis à élection doit démissionner, en tout cas renoncer aux autres nationalités 6 mois avant la date du scrutin. Et l'acte de renoncement doit être annexé au dossier de candidature. Maintenant, l'autre problème, c'est que la personne qui fait l'acte de renoncement, c'est individuel. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a effectivement renoncé à l'acte, donc à la double nationalité ou autre nationalité? Et deuxièmement, quel est l'organe qui contrôle tout cela? Donc c'est là notre difficulté de notre pays. Malgré ces nombreuses jouissances qui découlent de la double nationalité, elle est parfois source de conflits de nationalité à l'échelle internationale. Selon cet enseignant, ce sont les articles 34 et 35 du Code civil guinéen qui statuent sur le conflit négatif et l'article 90 du même code régit celui négatif. Pour éviter les conflits de nationalité, il y a les mesures préventives. C'est-à-dire qu'il faut passer à travers des lois, des textes, des conventions pour éviter cette question de double nationalité. Au-delà de ça, il y a la méthode de solution qui offre certaines options à certaines personnes. Il y a aussi la méthode judiciaire. C'est-à-dire que c'est la méthode à travers laquelle le juge peut dénier ou reconnaître la nationalité guinéenne à n'importe qui. Pour le Guinéen ayant acquis une autre nationalité, celle guinéenne se perd par manifestation de volonté.
Chaque année, les universités guinéennes enregistrent plusieurs étudiants sortants qui, fort malheureusement, ne sont pas embauchés dans les différents secteurs du pays. Pour faire face au quotidien, certains se lancent dans des activités rémunératrices comme le petit commerce. Mariam Lougal Diallo. L'école forme ses cadres, la vie, elle aussi, choisit de son côté les siens. Face au manque criard d'emploi, ils sont nombreux les jeunes Guinéens qui, après leur formation universitaire, sont obligés d'entreprendre une activité rémunératrice pour satisfaire leurs besoins, mais aussi pour ne pas passer tout leur temps à parler de la politique ou encore rester autour du thé dans leur quartier. Mamadi Kaba, diplômé en lettres modernes en 2013, a choisi de faire le commerce à Medina. Quand j'ai fini, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de travail. Quand on dit qu'il n'y a pas de travail, ce n'est pas parce qu'on n'embauche pas. Oui, certes, on n'embauche pas, c'est vrai, oui. Mais au fait, l'État aussi ne fait pas le bien pour que nous soyons embauchés. Et sur ça, j'ai jugé nécessaire, pour ne pas être comme mes amis dans le quartier, à faire un peu de petit ataya, ou soit à jouer un peu à la politique. Donc je préfère venir faire le petit commerce auprès de maman, juste pour revenir à mes petits besoins. Cet autre jeune diplômé en lettres modernes depuis 2011 pointe un doigt accusateur sur l'État. Il affirme que pour être embauché à la fonction publique, il faut être issu d'une famille riche ou avoir un parent qui y travaille. La vingtaine s'est lancée dans le commerce comme ses parents. L'année que j'avais fini mes études, j'ai eu à faire beaucoup de dépôts. Mais à ce niveau, j'avais eu beaucoup de difficultés parce que je comprenais qu'il te faut non seulement avoir un parent dans la société où tu as eu à faire le dépôt. Et moi, disons, les parents étaient tous commerçants, donc ils évoluent dans ce domaine. Et moi aussi, j'ai eu à m'approcher d'eux pour évoluer dans ce domaine. Et je parie, si j'avais mes parents à la fonction publique, j'aurais décroché un job. Je pointe mon doigt à l'État, parce que c'est eux le responsable de ce pays. Ce jeune diplômé en marketing d'une école professionnelle de la place pense que l'État n'est pas le seul responsable du chômage en Guinée. Je n'accuse l'État de rien, moi. Et je pense que nous, les jeunes, on doit se lever, on doit avoir... le premier problème qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est se dire qu'est-ce qui va devenir mon pays? Ce que je me fais comprendre. Et on ne doit pas attendre que ça tombe du ciel. Donc moi, je me dis que quand on est diplômé, il faut se lever tout de suite et grouiller, chercher des choses. On peut se trouver nous-mêmes des emplois et que sans que ça dépende de l'État. À noter que le taux de chômage des jeunes diplômés est de 50% selon les statistiques. Bon nombre d'observateurs pensent que le système éducatif guinéen serait la principale cause du chômage des jeunes guinéens quand on sait que le niveau d'un diplômé guinéen est faible. En Guinée, le manque d'électricité est devenu un calvaire pour la population. Pour preuve, notre équipe de reportage s'est rendue dans quelques quartiers de la capitale pour faire le constat. Nénombali. Comme ces images le montrent, certains habitants de la capitale guinéenne vivent dans l'obscurité la plus totale. Conakry est devenue une ville où les lampes chinoises s'imposent à maître absolu. Comme éclairage, les citoyens se contentent des phares des véhicules, de la lumière des téléphones portables ou encore des bougies qui sont source d'incendie dans les foyers. La Société Électricité de Guinée, EDG, est pointée du doigt par la population car c'est elle qui est chargée de la distribution de l'électricité. L'heure qu'on doit envoyer le courant, j'envoie pas. Donc j'achète le yaourt, des fois j'achète tout, je perds. Trop, c'est trop. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'EDG. Parce que si vous prenez toute la journée, il n'y a pas de courant, la nuit aussi, il n'y a pas de courant. Donc les téléphones sont déchargés, les gens ne parviennent pas à faire réellement certains besoins. Certains élèves et étudiants se servent de la lumière de leur téléphone, de la torche ou encore des lampadaires pour pouvoir réviser. C'est à travers mon téléphone que je révise mes leçons. Et ça, c'est vraiment catastrophique, moi je vais dire. Nous avons aujourd'hui des difficultés à la maison de réviser, il n'y a pas de courant. Il faut que nous révisions avec des bougies. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui, je suis à l'aéroport, c'est la cause fondamentale. Par la grâce de Dieu, puisqu'on fait le bac, on doit accepter tout pour réussir et pour réviser aussi.
Ce que je peux dire aux autorités, c'est de nous aider, nous les élèves. Le manque d'électricité en Guinée s'est même invité sur la planète musicale étrangère avec le célèbre titre du reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly. Conakry électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur. Conakry électricité. Cela n'est-il pas une honte pour la Guinée? Ce qui reste clair, la population guinéenne vit la peur dans le ventre face à ce manque d'électricité qui est source d'insécurité dans le pays. Quant à l'EDG, elle continue à surfacturer les clients malgré le manque de courant. Sur le continent, au Burkina Faso, les partisans de Blaise Compaoré ne pourront pas se présenter aux prochaines élections présidentielles et législatives. Ce sera au mois d'octobre. Une décision prise par l'Assemblée nationale. Ce vote fait suite à un vaste coup de filet dans l'entourage de l'ex-président. Depuis cette annonce, 3 ex-ministres ont été arrêtés. La police les soupçonne de vouloir préparer une insurrection à partir de Bobo Dioulasso. Suivez Chérif Mouminassi, président du CNT. Il ne nous appartient pas à nous, organes législatifs, et d'ailleurs ce n'est pas notre but, nous ne l'avons pas cherché, de dire qui a le droit d'être candidat. Ce n'est pas notre problème. Nous traçons la voie pour dire si vous voulez être candidat, voilà les conditionnalités. Si ces conditionnalités vous conviennent, tant mieux. Si elles ne vous conviennent pas, vous vous déportez devant les juridictions compétentes qui trancheront de la question. Et puis la France est régulièrement indiquée du doigt pour son rôle dans le génocide de Tutsi. C'était il y a 21 ans. Le président Paul Kagame avait accusé Paris de participation directe à ce génocide. Aujourd'hui, Kigali salue la déclassification des archives de ce génocide rwandais. Suivez. Kigali, cérémonie de commémoration du génocide rwandais. Comme chaque année, le président Paul Kagame rend hommage aux victimes. Nous sommes là pour honorer la mémoire de ceux dont les tombes sont ici. Ces centaines de milliers de personnes qui sont enterrées ici. L'an dernier, Paul Kagame avait profité de cet anniversaire pour attaquer Paris sur sa responsabilité pendant le génocide. Aucun pays n'est assez puissant pour changer les faits, avait-il dit, car les faits sont têtus. Cette année, l'Élysée a répondu par une annonce surprise. La France déclassifie les archives de la présidence sur le Rwanda pour la période allant de 1990 à 1995. Des documents qui permettront peut-être d'éclairer le rôle des troupes françaises pendant le génocide. Entre avril et juillet 1994, plus de 800 000 Rwandais, membres de la minorité Tutsi pour la plupart, ont été tués. L'armée française était alors présente au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise. Kigali accuse Paris d'avoir été impliqué avant, pendant et après le génocide. Il y a des documents qui ont pu fuiter. Certains sont accablants sur le rôle que la France a pu jouer en termes de complicité par rapport au pouvoir génocidaire, et d'autres documents qui sont encore inconnus. Il y a notamment les archives des services secrets français, je pense à la DGSE, à la Direction du renseignement militaire, et il y a toutes les archives de la mission de coopération, et de manière générale, beaucoup d'archives au niveau du ministère de la Défense. Pour l'heure, la France ne rend publique que les notes de l'Élysée, celles des conseillers militaires et diplomatiques de la présidence, ainsi que les comptes rendus des réunions ministérielles et des conseils de défense. Les associations et les partis civils, elles, craignent un effet d'annonce. Elles exigent notamment que l'Élysée facilite l'accès des magistrats aux documents classés secrets. En interactualité, une vidéo éloquente et qui laisse peu de place au doute. On y voit un policier blanc qui tue de sang-froid un homme noir de dos. Ça se passe en Caroline du Sud. Le fonctionnaire a été inculpé de meurtre. Suivez. La scène a été filmée par un passant samedi dernier en Caroline du Sud, dans un jardin public. Un officier de police blanc met en joue, ajuste son tir et fait feu. 8 balles dans le dos de cet homme noir, d'une 50aine d'années qui s'éloigne en courant. Walter Scott n'y a pas survécu. Walter Scott venait juste de se faire interpeller pour un banal contrôle routier. Pour sa défense, l'officier de police affirme avoir craint pour sa vie. Walter Scott, selon ses dires, lui aurait dérobé son pistolet taser. Or, cet extrait vient quelque peu contredire la version du policier. Ici, on le voit revenir sur ses pas, ramasser un objet et le déposer près du corps de la victime. Serait-ce le fameux pistolet taser? Difficile à dire.
Cette vidéo amateur a fait surface ce mardi sur les sites du New York Times et du Washington Post, 3 jours après les faits. Après sa diffusion, le policier a été arrêté. L'officier de police est inculpé pour assassinat et risque la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement. Un soulagement pour la famille de la victime. Pour la première fois depuis longtemps, un officier va être inculpé pour ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu cette vidéo et s'il n'y avait pas eu de témoins, ou de héros comme j'aime l'appeler, alors il n'y aurait pas eu tout ça. Cette affaire risque d'attiser encore plus les tensions raciales aux États-Unis où les affaires de violence policière font scandale. Les plus notables, à Ferguson, à New York ou à Cleveland, avec toujours le même scénario, un agent blanc qui tue un suspect noir. 3 affaires qui ont provoqué des émeutes et des manifestations pendant plusieurs semaines. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.